Légion, messieurs les officiers, monsieur le représentant de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, mesdames et messieurs les présidents d'associations ou délégués de ces présidents et porte-drapeaux, et en particulier les membres du comité de la Fondation Maréchal de Lattre, mesdames, messieurs, chers amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, et quel sujet, j'adresse de chaleureux remerciements à vous, monsieur le maire, pour le prêt de cette salle, la mise à disposition de personnel municipal et le verre de l'amitié qui clôturera tout à l'heure sur la terrasse ce vernissage. Remerciements à notre grande Catherine, bientôt médaillée. Tout en bleu. Oui, oui, elle est bleue. Remerciements pour son dévouement et son amitié. Remerciements aux collectionneurs qui ont nourri cette exposition. Les colonels Gautron, le mannequin, Irlinger, cher Claude, messieurs Grivet, Jacotot, Javelet. Il y a également, je vous l'ai dit au passage, des familles d'anciens d'Indochine qui m'ont prêté des souvenirs exposés dans les vitrines. Remerciements aux bénévoles qui m'ont aidé. Jean-Louis, non c'est Jean-Claude, pardon. Jean-Claude, Louis, Pierrette, René. Parler en peu de temps de la guerre d'Indochine, avec pour temps fort l'année 51, l'année de Lattre, tient du pari. Je dirais même que cela tient de l'acrobatie intellectuelle. Sans filet. L'Indochine française, ou Union indochinoise, à plus de 10 000 kilomètres de la mère patrie, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Eh bien, c'est le nom qui a été donné en 1887 aux pays du sud-est asiatique qui étaient sous protectorat français ou colonisés par la France. Il y avait donc les trois parties du Vietnam, le Tonkin au nord, l'Annam au centre, la Cochinchine au sud, avec en plus le Cambodge et le Laos qui a été conquis plus tard. Cet empire cette Indochine était qualifiée de perle de l'empire. Début septembre 1945, après la capitulation japonaise, je rappelle que pendant la guerre, le Japon avait mis la main sur l'Indochine. Donc, après la capitulation japonaise, début septembre 1945, le mouvement Ho Chi Minh, chef du mouvement du Viet Minh, mouvement communiste, a profité de l'effacement de la France pour proclamer la République démocratique du Vietnam, République démocratique du Vietnam, et l'indépendance du pays. Le général de Gaulle a alors nommé l'amiral Thierry d'Argentlieu haut commissaire et l'a chargé de restaurer la souveraineté et l'autorité, la souveraineté du Vietnam et l'autorité de la France en Indochine, autorité tant politique que militaire. Et sous les ordres de d'Argentlieu, le général Leclerc, vous voyez, j'ai pensé à vous, hein, Merci. Bravo. Le général Leclerc, commandant supérieur des troupes, a reçu la mission de rétablir la présence militaire, mais les deux hommes ne se sont pas bien entendus sur la stratégie à adopter vis-à-vis d'Ho Chi Minh, et Leclerc a quitté l'Indochine avec armes et bagages, enfin surtout bagages, quelques mois plus tard. Des discussions vont ensuite s'engager avec Ho Chi Minh. Ces discussions aboutiront à une impasse en raison de deux éléments. La violente propagande communiste qui matraquait les troupes et les populations,
et l'ambiguïté, il faut bien le dire, de la position française. C'est bien ça. Attendez, il n'est pas fini de m'applaudir. Le 19 décembre 1946, Ho Chi Minh déclenche une insurrection générale qui donne lieu d'ailleurs au massacre de nombreux Français, essentiellement à Hanoï. Et c'est donc le début d'une guerre de 8 ans avec la France, la guerre d'Indochine. Face à l'emprise croissante du Viet Minh sur les populations, la France essaie de construire une solution politique pour le Vietnam, et ce, avec l'empereur Bao Dai. En 1949, l'indépendance du Vietnam et le pouvoir politique de l'empereur et de son gouvernement sont officiellement reconnus par la France. Décembre en 1949. Sur le plan militaire, ce fut d'abord une guérilla entre le corps expéditionnaire français et le Viet Minh. Mais peu à peu, la guérilla va changer de nature et de dimension, et surtout après l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung en Chine fin 1949. Alors là, tout change. C'est une autre page qui s'ouvre. Et en effet, la Chine va apporter son soutien à Ho Chi Minh et au général Giap. Et l'armée du général Giap va devenir une armée professionnelle, entraînée et d'armement moderne. Ça change tout. Ça va tout changer. En 1950, la situation devient extrêmement dangereuse pour le corps expéditionnaire, surtout au Haut-Tonkin qui est proche de la Chine, vous imaginez. Les positions de Cao Bang et de Mao Ke sur la fameuse, enfin la tristement fameuse RC4, un route coloniale 4, eh bien nos positions sont encerclées et plusieurs unités d'élite sont affreusement massacrées. Tout le Tonkin est donc menacé, et directement menacé aussi Hanoï, la capitale, où la peur s'installe, pour ne pas dire la panique. Pour redresser la situation, on cherche un homme providentiel. Plusieurs généraux prestigieux sont contactés. Le Juin, Alphonse Juin, il refuse. Il était à ce moment-là résident général au Maroc. Bon, préfère rester au Maroc. Koenig, prestigieux aussi. Bon, Koenig, qui formule des exigences qui ne sont pas acceptées par le gouvernement, donc pas de Koenig. Le troisième à être contacté, c'est Jean Delattre. Il accepte. Il a tout à perdre. Il n'a rien à gagner. Il y va à une condition d'être à la fois haut commissaire en Indochine et commandant en chef. Il est nommé le 6 décembre 1951. Son arrivée est théâtrale, la comme marquer les esprits. Mais cette arrivée va provoquer le sursaut et le retour de la confiance. La suite est connue. Les batailles qui seront gagnées, que vous avez là et que vous avez là-bas. Vignelles, Dontrieux, la bataille du Dai, où Bernard va trouver la mort. Njialo, au Habin. Donc, les batailles gagnées. La consécration de l'indépendance du Vietnam. L'appel à la jeunesse, comme je disais tout à l'heure, l'appel à la jeunesse du Vietnam, et à travers elle, en fait, à la jeunesse de tout l'Occident. Bon. Contre le communisme, fameux discours du lycée Chaslou-Loba. Création d'une jeune armée vietnamienne. Ce qu'on a appelé, j'aime pas bien le terme, la jaunisation ou le... La vietnamisation des armées. Moi j'aime mieux vietnamisation que jaunissement. Oui, jaunissement. Oui, j'aime pas bien jaunissement. Il a aussi créé une école de cadres, dont vont bientôt sortir, évidemment, les premières promotions. Il va intervenir sur le plan international, comme je disais,
pour faire reconnaître que le conflit vietnamien, c'est en fait un conflit de la guerre froide. C'est à l'école de cadre que je l'ai connu. Eh ben. Je l'ai rencontré là. Très bien. Donc j'ai l'impression d'avoir en face de moi, c'est fantastique. Alors la voie est tracée. Delattre a gagné son pari. Oui. Mais il en a déjà payé le prix fort avec la mort de Bernard, 30 mai 1951. Le général ne sera plus alors qu'un père brisé. Ah, il est général, mais ça, avant tout, c'est un père. C'est son fils unique. Vous allez me dire, c'est pas le seul qui a perdu son fils. Il ne s'en remettra pas et il décédera, donc le 11 janvier 1952. Le général Raoul Salan le remplacera et sera remplacé à son tour par le général Navarre. Par la suite, je retiendrai l'opération Castor, j'ai pas dit Castex, j'ai dit Castor, qui a été la plus importante mission aéroportée de tout le conflit indo-chinois. Cette opération est déclenchée le 20 novembre 1953 pour la mise en place du camp retranché de Dien Bien Phu au nord-ouest du Tonkin. Et le 7 mai 1954, après 168 jours de combats furieux, le camp tombait, submergé par 5 divisions viettes contre 15 000 de notre côté. En 5 mois et demi de combat depuis le déclenchement de l'affaire, 16 bataillons français, dont 11 bataillons d'élite, 7 de para, 4 de légionnaires, eh bien 16 bataillons français ont été littéralement sacrifiés. Il n'y a pas d'autre terme. Bien que se battant à 1 contre 5, aucun drapeau blanc n'a jamais été hissé. Vous vous rendez compte? Les accords de Genève vont suivre, les 20 et 21 juillet 1954. Ils vont partager l'Indochine en deux. Le Nord-Vietnam en deux, enfin le Nord-Vietnam communiste, le Sud-Vietnam sous influence américaine, le Cambodge et le Laos neutres. Et cette partition, je l'ai dit, va déboucher sur la guerre du Vietnam que les États-Unis perdront. Et la péninsule indochinoise va basculer totalement dans le communisme entre 1974 et 1976, avec la chute de Saigon, la prise du Cambodge par les Khmers rouges, qui vont pratiquer un véritable génocide, ce qui ne les a pas rendus pour autant infréquentables. Et au Laos, le pouvoir sera pris par le parti communiste, le Pathet Lao. Donc toute la péninsule devient rouge. Le bilan. Des dizaines et des dizaines de tués et de disparus. Troupes métropolitaines, africaines, légions étrangères, parachutistes, sans oublier les autochtones qui ont payé un lourd tribut. On les oublie parfois. Un lourd tribut, mais cependant pas à la hauteur de celui qu'ils vont payer par la suite. Des dizaines de milliers de rapatriés sanitaires qu'on est souvent obligé de débarquer sous la protection de la gendarmerie ou de la police pour leur éviter les insultes, les crachats et les jets de pierre. Inadmissible. J'en profite pour rappeler les sabotages effectués par les dockers, entre autres, les dockers cégétistes de Marseille, sabotage du matériel en partance pour l'Indochine, y compris du matériel médical. C'est vrai tout ce que je dis. Oui. C'est très bien. Et quant au retour de nos morts en France, eh bien ce retour était d'ordinaire entouré d'une clandestinité honteuse. Environ 45 000 prisonniers, dont seulement un peu plus de 10 000 sont revenus des camps viettes. Taux de mortalité plus élevé que dans les camps
nazis. Absolument. Ça ne veut pas dire que dans les camps nazis c'était bien, comprenez-moi, c'est proportionnellement. Bon. Mais qui en a parlé? Qui en parle encore, à part nous? N'oublions pas en effet que tous ces hommes, alors aussi bien les blessés que les prisonniers, etc., tous ces hommes ont été meurtris dans leur chair et aussi dans leur âme, parce que les Viettes avaient des procédés de, comment je vais dire, de torture de l'âme, oui, du cerveau, et même je dirais torture de l'âme. Donc, ils ont été meurtris dans leur chair et dans leur âme. Ils vont souffrir des séquelles de leur captivité, parce qu'au cours de cette captivité, les accords de Genève n'ont pas du tout été respectés. Et c'est dramatique. Il faudra attendre 40 ans pour que leur soit reconnu le statut de prisonnier des Viettes. Et il faudra attendre 50 ans pour la construction de la nécropole nationale de Fréjus, qui leur rendra hommage comme mort pour la France en Indochine. Alors depuis longtemps, je me pose une question. Pourquoi, bon, ça n'engage que moi, pourquoi, à l'instar des procès de Nuremberg contre le nazisme, n'y a-t-il jamais eu l'équivalent pour le communisme et ses atrocités? J'ai une réponse qui, je pense, est la bonne. On ne traîne pas, on ne traduit pas un vainqueur en justice. Plus récemment, j'ai déploré, et d'autres avec moi, et il y en a dans l'assistance, j'ai déploré deux attitudes. En 2013, à l'occasion de la mort du général Giap, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque a rendu à Giap un hommage déshonorant en des termes de vile bassesse et de négationnisme historique. Tout à fait. Une nécessité de politique étrangère réaliste le nécessitait-elle, enfin le demandait-elle? Non. En 2018, un ancien Premier ministre, en visite au Vietnam, a rendu un hommage appuyé à Ho Chi Minh dans la dédicace qu'il a inscrite sur le livre d'or dans le bureau du président communiste défunt. Est-il allé trop loin? Oui. Donc, à ces témoignages que je qualifierais d'indignes, je préfère le poème du chef de bataillon Pierre-Paul Bedeau, intitulé « N'oublions pas » et par lequel je terminerai. Ce poème sera d'ailleurs lu le 8 juin lors de la cérémonie au Monument aux Morts de Chevigny. N'oublions pas, ceux qui sont morts dans la rizière, soit au cœur de la nuit, soit en pleine lumière, souvent sans le secours de la moindre prière ou d'un regard ami. N'oublions pas. Ceux dont le dernier cri s'est perdu dans le ciel ou en brousse inconnue, sur un rack au soleil, dans la montagne en pleurs, sous la pluie au réveil, ou la forêt en feu, ne les oublions pas. Tous les coloniaux, parachutistes, légionnaires, tirailleurs, partisans, commandos, femmes et auxiliaires, marins, aviateurs, civils et militaires, unis contre le mal, ne les oublions pas. Les prisonniers des Viettes ou des Japs despotiques, dans les camps de la mort, avilis, faméliques, malades abandonnés ou gardiens diaboliques, désespérés, perdus, ne les oublions pas. Nos frères vietnamiens, cambodgiens, laotiens,
tombés à nos côtés pour n'avoir peur de rien. Ceux qui ont tout perdu, leur patrie et leurs biens, pour sortir de l'enfer. Ne les oublions pas. Gloire à ceux qui, du nord jusqu'à la Cochinchine, ont lutté vaillamment et sans courber l'échine, jusqu'à donner leur vie face à l'adversité, pour sauver l'idéal qui a nom liberté. Alors, n'oublions pas les anciens d'Indochine. Gloire à notre France éternelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle. Merci. Ah oui, parce que vous êtes plus grande que moi. Ah, c'est là. Merci Joël, merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer toutes les autorités, les élus et les autorités présentes, qu'ils soient du monde militaire ou du monde combattante. Je ne vais pas toutes les citer parce que Mme Cornu l'a déjà fait. Elle fait le travail. Elle a fait le travail, exactement, elle l'a très bien fait, mais en tout cas, merci à tous de votre présence. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement la grande Catherine, comme on l'appelle désormais, que je félicite puisqu'elle elle a été distinguée par l'Ordre national du mérite, et elle le mérite déjà par sa grande carrière professionnelle au sein de la préfecture, mais je ne l'ai pas autorisée à prendre sa retraite, donc elle continue à Chevigny-Saint-Sauveur, et elle le fait admirablement bien. Elle nous permet, ces temps de rencontre et des mises en relation, qui nous permet de nous voir aujourd'hui. On peut l'applaudir. Et on peut l'applaudir. Alors nous accueillons jusqu'au 8 juin, ici dans cette salle Jean Froussard, cette exposition intitulée « La guerre d'Indochine 1951, l'année de l'âtre en Indochine ». Évidemment, une année de l'âtre, ça ne pouvait se faire qu'avec Joëlle Cornu, la présidente de la Fondation, que je tiens à remercier très chaleureusement. Je veux la remercier publiquement. Et voilà, on se voit très souvent désormais, et j'en suis d'une part très flatté, et c'est toujours des bons moments, parce qu'il est bon, dans les temps qu'on traverse, de savoir d'où l'on vient. On se voit souvent, mais on ne vit pas encore ensemble. Attention. Vous auriez des problèmes avec madame, mais en tout cas c'est toujours un plaisir. C'était Winston Churchill, je crois, qui avait dit « Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ». Et aujourd'hui, parfois, on se demande un peu où l'on va. C'est peut-être aussi parce qu'on a perdu le sens de l'histoire. Peut-être qu'on l'apprend peut-être pas assez bien dans nos établissements scolaires, ou en tout cas, on a une vision peut-être édulcorée, ou en tout cas, voilà. Et en tout cas, grâce à des personnes comme Joëlle Cornu, à tous les collectionneurs qui ont permis à cette magnifique exposition de pouvoir se tenir, on peut revenir sur une période de l'histoire qui est finalement assez peu connue. On parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, il est vrai, beaucoup moins de la guerre de l'Indochine, hélas, et pourtant elle a eu une trace importante dans l'histoire de notre pays et l'histoire contemporaine. Alors chaque année, le 8 juin, la nation se souvient en effet de tous les combattants français qui ont péri dans ce conflit en Extrême-Orient. Ce conflit qui se déroula en Indochine française, Joëlle Cornu l'a expliqué, donc je ne vais pas y revenir, a fait près de 500 000 victimes. Et l'armée française a payé un très lourd tribut avec près d'une centaine de milliers de soldats de l'Union française qui sont tombés au combat au cours d'une guerre effroyable. Parce que ça a été parfaitement expliqué, au niveau des droits de l'homme et tout ça. Voilà, ça n'a pas été... voilà, c'était de la torture, et ça a été des combats rudes, et les prisonniers de guerre ont été très maltraités. 76 000 soldats ont été blessés, 40 000 prisonniers, ça a été dit, enfin 40 000 ont été prisonniers, et 30 000 environ ne sont jamais revenus. Alors, ça a été parfaitement présenté en fin 1950. Le gouvernement fait appel au général de Lattre, héros de la Seconde Guerre mondiale, pour tenter d'enrayer une défaite qui semblait inéluctable en Indochine.
Bien qu'il ait remporté plusieurs victoires lors des batailles mémorables en 1951, le général ne parvint pas à arracher une victoire définitive. Et à l'occasion de il décède, donc, c'était dit, en janvier 1952, et à l'occasion des funérailles nationales, il fut élevé au rang de maréchal de France, la plus haute distinction militaire française. Je crois que c'est l'un des tout derniers, si ce n'est le dernier. Enfin, ça, oui. C'est le dernier, oui. Oui, C'était le dernier. Ça, Oui. je l'avais été Oui, oui. évidemment. Oui. Longtemps, la bravoure des combattants français en Indochine n'a rencontré que l'indifférence, voire l'hostilité de nos concitoyens en métropole. Longtemps, les rescapés de ce conflit sanglant ont souffert d'un sentiment amer d'abandon, d'incompréhension et d'ingratitude. Longtemps, la nation, malheureusement, les a ignorés. Pourtant, et sans juger avec les yeux d'aujourd'hui les événements d'hier, leur action héroïque était à l'époque l'aboutissement d'une certaine conception du monde dont les principes ont pour nom liberté, justice et démocratie. Ils ont défendu, comme disait le général de Gaulle, une certaine idée de la France. Ce n'était donc que justice que la nation tout entière rende aujourd'hui l'hommage qui mérite tous ceux qui ont combattu en Extrême-Orient et qui sont morts pour la France. Dans un monde incertain, où la paix n'est jamais définitivement acquise, où l'incertitude frappe à nos portes, le souvenir de nos combattants et des valeurs qu'ils ont portées doit inciter à être vigilant et à demeurer mobilisé pour défendre, coûte que coûte, cette belle liberté. Pour défendre notre démocratie. Tout simplement pour défendre nos modes de vie, notre mode de vie. Aujourd'hui, à l'occasion de cette exposition de l'âtre, je veux dire honneur aux combattants d'Indochine et que mémoire leur soit faite. Voilà. Merci à tous, soyez les bienvenus dans cette exposition. Encore merci, Présidente. J'espère que ce n'est qu'un début et qu'il y aura d'autres occasions. Oui, et puis, il fait très chaud aujourd'hui, donc je vous laisse à tous le soin de visiter cette exposition. Puis pour ceux qui souhaitent un peu se rafraîchir, il y a des rafraîchissements qui sont prévus, parce qu'on est vraiment heureux de vous retrouver et de partager cet instant de transmission, cette transmission de mémoire et de valeurs, parce que derrière les actes héroïques qui sont ici présentés, il y a cet amour pour la France, il y a ces valeurs pour lesquelles ils se sont battus, et ça, à titre personnel, je crois que beaucoup d'entre nous ici se rejoignent sur ces valeurs qu'il faut défendre coûte que coûte, parce qu'elles sont menacées encore aujourd'hui. Merci à tous et bonne exposition. J'ai juste à vous annoncer qu'il y aura une conférence sur Bernard Delattre. Alors, initialement, elle devait être située dans ces jours-ci, mais à cause de la jauge, comme on dit, jauge, pour des êtres humains, je trouve quand même, la jauge sanitaire, oui, eh bien, elle est reportée en octobre, dans la salle Simone Veil, très certainement. Voilà. Donc, Bernard Delattre, puisque c'est le 70e anniversaire de sa mort. Voilà. Merci par avance de votre présence.